Salut. Nous avons commencé à parler de sérendipité dans le premier numéro de Laconique. Il y a de nombreux aspects à la sérendipité et presque toutes les images que je me propose de commenter sur la chaîne illustrent une facette de cette notion. Mais il s'agit toujours d'une magie qui surgit lorsque le hasard et la rencontre fortuite se conjuguent pour créer la vision inattendue. Dans cet épisode, je voudrais commenter des images qui montrent encore une fois cette magie. En effet, il m'est souvent arrivé de revenir chez moi avec des photos qui n'avaient rien à voir, ne serait-ce qu'avec l'environnement, le quartier, le lieu que je m'étais proposé de visiter photographiquement. En revanche, elles ont du sens. Il nous revient de les regarder avec distance et de déchiffrer ce qu'elles nous racontent. Planche numéro 1. Au mois d'août 2017, je décide de prendre pour terrain de jeu photographique le célèbre quartier d'affaires putéolien, c'est-à-dire situé sur la commune de Puteaux, en bordure ouest de Paris. Il s'agit du célèbre quartier de la Défense. C'est un quartier constitué de tours. Le concept de ce quartier, symbole de la modernité, telle qu'elle était envisagée dans les années 60, m'inspirait. Un quartier ultra-moderne pour l'époque. Du béton érigé sur une énorme dalle de 30 hectares, elle aussi en béton. C'est sa fondation, plane et solide. Je réfléchissais à l'architecture brutaliste. Quel sens pouvait-elle avoir ? Comment s'articulait-elle avec un régime politique, celui du général de Gaulle, qui passait pour patriarcal, autoritaire, réactionnaire ? En fait, c'était plutôt la modernité, le progressisme dans sa forme brutaliste, qui montrait là son caractère dominateur et autoritaire. Pour moi, il n'y a pas grand-chose de plus effrayant, de plus suffocant qu'une idée pareille. Recouvrir la terre et son humus, ce terreau fertile, ce support irremplaçable de la vie, d'une chape étanche et stérile. Et sur cette fondation échafauder un univers entièrement artificiel, où même les arbres n'ont plus leur place. Dans les années 60, dans les milieux de l'architecture et de l'urbanisme, on considérait que les arbres n'avaient plus leur place, dans un quartier qui se voulait à la fine pointe de la modernité. En termes symboliques, on ne peut pas faire plus clair. Il y a, ici, écrasement de la vie naturelle, son enfouissement, son remplacement autoritaire, implacable. Mais je garde la description de ce petit reportage pour un autre numéro, peut-être. Par ces journées d'août, où les bureaux sont vides et le monde des affaires oublié pour quelques semaines, au lieu d'immeubles de grande hauteur, c'est un passage souterrain et sa lumière qui a capté mon attention. Instinctivement, comme une taupe effrayée, c'est là que j'ai atterri. C'est là que je me suis enfoncé dans une tentative aussi vaine que désespérée de retrouver la terre, d'échapper à l'hybris des hommes qui s'élèvent dans des hauteurs illusoires qui ne dureront guère. C'est aussi cela le zen photographique. Vous pensiez photographier un quartier d'affaires et c'est la terre qui vous appelle, qui vous intime de montrer votre vérité bien différente de l'idée superficielle de départ. Les images que j'ai réalisées montrent des êtres qui passent de la lumière aux ténèbres. Leurs corps perdent au passage leurs traits distinctifs. La caractérisation des visages disparaît pour ne laisser que l'ombre des silhouettes. Toujours des corps, certes, mais anonymes maintenant, sans identité, uniformisés.
Et par chance, si l'on veut, j'ai obtenu en quelque sorte une image de la quintessence de ce processus de déshumanisation, une image qui selon moi évoque des zombies, c'est-à-dire des corps sans âme, qui marchent pesamment et qui semblent conditionnés et contraints, comme sous l'influence d'une puissance extérieure qui les téléguiderait. En outre, ces corps semblent se dupliquer, être des copies ou des clones sans personnalité propre. Ainsi, les jeunes femmes s'emboîtent le pas et marchent avec une symétrie de rythme assez surnaturelle et inquiétante. L'image est étrange de par son lieu, un passage souterrain à la lumière glauque. Il y a également le graffiti sur le verre de la vitrine dans laquelle je photographie le reflet de la scène. Ce graffiti aussi est étrange. C'est un geste brutal et sale. C'est un attentat, une salissure volontaire. C'est encore la marque d'un besoin irrépressible d'expression, plus fort dans un environnement déshumanisé. Graphiquement, nous avons un contraste intéressant entre des lignes obliques, dynamiques, et les trois corps étonnamment droits et verticaux. Trop même. Jusqu'à exprimer une rigidité des comportements, une absence de libre arbitre. Enfin, j'aime un autre élément, les luminaires au-dessus de leur tête, disposés comme des soucoupes volantes. Je trouve qu'elles apportent beaucoup à l'image par leur disposition rythmée. Elles renvoient au rythme des trois silhouettes, à leur marche cadencée d'armée des ombres. Elles ajoutent à l'étrangeté de la scène et me font penser que des extraterrestres vont procéder à l'abduction des jeunes femmes. Voilà, à vous d'en juger. Sont-ce trois zombies téléguidés sur le point d'être kidnappés par des extraterrestres? Planche numéro 2. Conférence. Apparemment, 3 est le bon chiffre pour initier une conférence. À 2, c'est un dialogue, une conversation ou une altercation, c'est autre chose. Mais à 3, nous entrons dans la société et le dialogue se transforme en conférence, même modeste. Ce qui m'a intrigué et inspiré l'envie de faire ces photographies, c'est la disposition qu'ont adoptée, empiriquement, instinctivement, les protagonistes. On parle ici de communication, n'est-ce pas, et de ses modalités pratiques. De toute évidence, il n'est pas aisé de conférer à 3 en se faisant face. Dès lors, il faut adapter son positionnement dans l'espace et créer une assemblée, disons, triangulaire. C'est ce qu'illustre les images de la planche numéro 2. Cette disposition rend impossible une rencontre frontale avec son interlocuteur. Le débat est partagé et chacun sait qu'il parle à des interlocuteurs qui réunis détiennent une majorité. Dans la photo des adolescents, la conférence, muette, est déclenchée par la curiosité autour du partage d'un sujet d'intérêt commun que l'un des garçons détient apparemment sur son téléphone portable. Peut-être le seul fait d'en posséder un à ce jeune âge constitue-t-il l'objet d'intérêt en question. Mais je trouve intéressant ces 3 têtes qui se rapprochent dans une sorte de communion d'esprit par l'évidence d'un univers commun. À cet âge, on n'a pas encore l'instinct de l'espace personnel, de la zone de sécurité et de la pluralité des univers de chacun. C'est un peu plus tard que chacun se met à vivre, pour ainsi dire, dans son monde. La proximité des autres n'est pas encore perçue comme une intrusion, et c'est touchant. Les cartables aussi sont intéressants. En France, ils sont toujours trop grands, trop lourds, masses énormes et informes que l'enfant doit traîner avec lui. Il est un avant-goût du fardeau d'obligations et de contraintes que la société lui réserve. Heureusement, certains se battront bec et ongles
lutteront toute la vie durant s'il le faut pour conserver, autant que faire se peut, leur liberté de penser, de choisir, de se décider pour ou contre dans une société qui a déjà tout prévu à leur place. Les 3 nonnes. Quelque chose d'inhabituel m'a interpellé lorsque j'ai vu ces 3 nonnes en conversation tranquille au jardin du Luxembourg dans le 6e arrondissement de Paris. Un je ne sais quoi dans leur apparence. Leur habit religieux, leur coiffe. J'ai réfléchi. Eh bien, savez-vous ce qui a totalement disparu du vestiaire contemporain ? Le drapé. Le drapé, ce sont ces plis onctueux, agréables au regard qui se produisent dans une étoffe selon sa taille, sa coupe et sa matière. Autrefois, les gens portaient des tuniques, ou encore plus simplement de grands draps, d'où ce terme charmant, drapé. Je crois que le drapé nous parle de la fluidité des choses, du temps et de la pesanteur. Il y a un raffinement spécial dans cet aspect du vêtement, on dirait le mouvement à l'intérieur même de l'étoffe. C'est le signe d'une pièce de vêtement vivante, comme quelque chose d'organique qui flotte autour du corps, comme un autre corps au-delà du corps physique. C'est un peu la métaphore de l'aura. Si le drapé nous parle de la pesanteur, il évoque aussi par conséquent sa maîtrise, la légèreté. La légèreté dans un monde dense et pesant. Bien sûr, considérer la foule de la rue en ce début de XXIe siècle est loin d'offrir un tel spectacle. Mais je suis sûr qu'il a existé dans ce monde, en d'autres temps, des personnes dont l'allure, la démarche, devaient être toute grâce. Leurs vêtements, âmes, flottant autour d'elles, et leur personne maîtrisant la pesanteur devait se mouvoir dans la légèreté. Planche numéro 3. Portrait d'un teckel. Il n'y a pas de mauvais moment pour faire une photo lorsque vous avez adopté la pratique de photographie de rue comme un mode d'être dans l'espace social. Pour les timides, les phobiques sociaux, les nostalgiques d'une société moins normative, moins prescriptive, plus chaleureuse, pour les anticonformistes, les artistes et les sceptiques quant au progrès des sociétés, il est souvent difficile de trouver sa place dans cet espace social qui n'offre plus qu'une liberté de principe, mise en scène. À défaut de pouvoir être un citoyen heureux prenant part de bon cœur à un système social épanouissant, la photographie a offert, et j'espère qu'elle offre encore, une place pour ces typologies de personnes. Et une place de choix, celle de témoin, du temps, des formes, des mœurs. Les photographes intelligents ne doivent pas passer à côté de ce privilège aussi précieux que furtif. Nous l'avons déjà brièvement évoqué, l'homme moyen et la femme, pressés, la tête dans le guidon, n'analyse pas les scènes visuelles qui l'entourent, il se contente de s'y habituer, de s'en accommoder, et se laisse influencer, former et déformer mentalement par celle-ci. En vérité, l'expérience m'a montré qu'il n'y a pas de détail anodin. Il n'y a rien d'insignifiant. On ne trouve d'ailleurs pas toujours le sens exact de ce que l'on observe, mais on peut s'en approcher. Avoir accompli et parfois déchiffré notre observation est déjà quelque chose. La photographie offre la distanciation qui est une des rares parades à la passivité ordinaire face à la communication visuelle omniprésente de l'environnement et dont nous avons évoqué la force d'influence insidieuse. Pour en revenir à un propos plus léger et une illustration comique de cette place de témoin, la planche numéro 3 nous propose le portrait insolite d'une créature à la silhouette et à la face amusante et étonnamment expressive. Il s'agit d'un teckel à la tête de petit monsieur prenant la pose de 3/4 en haussant les sourcils.
Je passais rapidement à la pharmacie acheter du paracétamol lorsque j'ai rencontré dans la file d'attente ce charmant duo. Lui, fort court sur pattes, l'air sympathique et sociable, mais pas plus haut que la botte de sa maîtresse. Elle, immense en comparaison. Elle le domine de toute sa hauteur comme un gratte-ciel new-yorkais. Sa botte, style cow-boy, ostentatoire, presque viril, pourrait être ce détail qui n'est pas insignifiant. Ils me font penser à ces couples qui vont de l'avant à l'heure du féminisme de 3e génération. Cela dit, j'avais échangé un sourire et quelques mots avec cette femme sympathique et nullement surprise que je photographie son animal de compagnie. Jetant un coup d'œil, alternativement, de son iPhone à mon boîtier, en bourgeoise du 16e arrondissement, elle m'avait dit « Ah tiens, ça existe encore, ces gros appareils photo ?» Sur le plan technique, comme à mon habitude, j'avais préparé mon boîtier en zone focus, c'est-à-dire en débrayant l'autofocus et paramétré le mode priorité-vitesse à environ 1/200 de seconde pour une image nette. Je me suis contenté de m'incliner en laissant pendre le bras, l'appareil photo dans la main tenu verticalement et clic. Ça n'a pris qu'une seconde. Et nul besoin de se coucher par terre devant l'animal. Arpenter les rues des heures durant, l'appareil à la main confère également une dextérité et une aisance pour manier le boîtier et réussir parfois des cadrages sans même approcher l'œil du viseur. Même si cela ne doit pas devenir une habitude, je pense qu'il est intéressant d'apprendre aussi à manier le boîtier de cette façon. La photo qui l'accompagne sur la planche a été prise dans la grande contre-allée qui borde le côté nord du jardin des Tuileries, dans le 1er arrondissement de Paris. Cette contre-allée s'appelle la terrasse des Feuillants car elle surplombe le jardin. Derrière la grille, à droite, se trouve la rue de Rivoli, très fréquentée et autrefois huppée, avec son palace emblématique, l'hôtel Meurice, qui fait face au jardin. Un point remarquable de Paris est l'omniprésence et le bon entretien de ses arbres. Il y en a dans tous les parcs, bien sûr, mais ils bordent également les boulevards et les grandes avenues. Cette vie végétale, discrète mais omniprésente, fait partie du charme visuel de la capitale française et lui conserve l'agréable sentiment de pouvoir respirer. J'ai appuyé sur le déclencheur et pris cette photographie parce que plusieurs éléments intéressants et assez inhabituels en photographie de rue s'y trouvent réunis. D'abord, le cadre, c'est-à-dire l'espace des plans de notre image. Ici, il a le mérite d'être à la fois assez dégagé et donc lisible. Mais de surcroît, il nous offre des éléments graphiques intéressants avec les grandes lignes de fuite oblique de l'allée, la répétition des verticales des arbres en contraste de valeur avec le gris clair du gravier. Graphiquement, la scène fonctionne. En cadeau au premier plan, l'élément de sérendipité en la rencontre inattendue de deux beaux caniches blancs, immaculés et bien coiffés, avec un tout petit chien, peut-être un cavalier King Charles Spaniel. Celui-ci, encore bébé, semble faire un caprice de jeune chiot et ne pas vouloir sortir de sa station couché à plat ventre. Son maître, habillé dans un style classique en harmonie avec la scène, tente d'administrer la rencontre. Enfin, détail discret et amusant, encore deux autres chiens semblent rappliqués à l'arrière-plan de l'image. L'image est bonne pour un instantané car le cadre est intéressant et qu'il s'y passe quelque chose d'inattendu, mais comme un grand nombre d'images valables, elle ne vaut pas 5. Une des raisons, peut-être, est que j'ai dû retoucher significativement la partie droite du cadre pour me débarrasser d'un élément perturbateur. Planche numéro 4. Mind your steps. J'aime beaucoup la planche numéro 4. Nous sommes dans une fondation d'art. Je ne suis plus très sûr, il s'agit peut-être de la fondation Louis Vuitton dans le 16e arrondissement de Paris. Dans une salle, un film présente une danseuse contemporaine sur un écran qui se trouve au centre de l'espace. Des visiteurs pénètrent dans la salle, et moi je déclenche. Comme souvent,
je l'aime d'abord sans trop savoir pourquoi. C'est là qu'intervient le fameux punctum de Barthes. Quelque chose nous touche, nous pointe, et on ne sait pas ce que c'est. Évidemment, c'est une photographie que j'ai choisi de travailler en monochrome, noir et blanc. C'est la première évidence. Elle présente d'intéressants contrastes, mais à regarder l'image de plus près et à réfléchir, on découvre ceci. L'image combine une multiplicité d'éléments et de procédés de composition détectés et appliqués instinctivement dans l'instant de la prise de vue. Les voici. C'est une image minimale. Des espaces négatifs et des formes géométriques régulières structurent la composition et en rendent la lecture immédiate et plaisante à l'œil. Par contraste, figurent des éléments organiques partiellement tronqués, ce qui renforce leur expressivité propre. Les jambes, les pieds. Ensuite, le principe du cadre dans le cadre. Les trois hommes se trouvent dans l'encadrement de l'entrée de la salle. Des éléments de sérendipité, un écran de projection et son film, des silhouettes étranges d'hommes. Des éléments synchroniques qui arrivent en même temps. Les jambes de l'homme au centre et celles de la femme. C'est une image qui s'inscrit dans la profondeur, avec trois plans distincts. L'écran au premier plan, les hommes et d'autres espaces que l'on devine dans le fond. Enfin, bien sûr, la juxtaposition de deux plans, celui de l'écran et celui des hommes. Par ailleurs, il y a un jeu de nuances de gris, riche, dû à l'éclairage muséal qui joue avec l'encadrement et les surfaces. En bas à droite et à gauche. Notez au sol les ombres des hommes. D'abord, le principe du cadre dans le cadre. Le cadre dans le cadre guide le regard. Il met en évidence le sujet, il simplifie la lecture en hiérarchisant les éléments de l'image. Il paraît que le cerveau aime les formes géométriques fermées et que le regard tend alors à s'y focaliser. Le cadre dans le cadre renforce aussi la hiérarchie des plans et accentue l'effet de profondeur qui rend l'image plus narrative en donnant plus de contexte. Notre encadrement d'entrée de salle est aussi à l'origine d'un éclairage directionnel qui produit des nuances d'ombre en bas à droite et à gauche de l'image. Il a donc à lui seul beaucoup d'incidence sur le rendu final de notre photographie. C'est un procédé à exploiter dès qu'on le peut, surtout s'il produit un jour ou un éclairage caractérisé, car le résultat sera sans doute intéressant. Enfin, le cadre dans le cadre et son éclairage a le don de conférer à une scène ce caractère intime et narratif. On a l'impression d'assister à quelque chose de mystérieux, presque une scène privée. Mais en plus de cela, j'ai eu de la chance. L'homme au centre de la petite troupe semble étrangement reproduire par une sorte de mimétisme la posture de pied de la femme sur l'écran de projection. Et qui plus est, étant derrière l'écran, il n'est même pas censé la voir. C'est cela le punctum. C'est cela qui m'intrigue et qui confère toute son étrangeté à cette scène. C'est cela qui donne une force narrative à ma photographie. C'est un détail humain, totalement inattendu et difficile à déchiffrer. C'est l'ambiguïté même, l'accident, dont les artistes raffolent. Pour finir, il demeure une énigme qui me travaille à chaque fois que je considère cette image. Il s'agit de l'écran. L'écran de projection était-il visible sur ces deux faces? Était-il visible des trois hommes? C'est important car cela pourrait expliquer le mouvement mimétique inconscient de l'homme au centre. À votre avis? J'ai beau m'interroger, je ne parviens pas à m'en souvenir. Les trois mystérieux Men in Black
Aurait-il flashé ma mémoire? À bientôt sur Laconique.